Voilà, bon, je vais brancher Skype et je filme et on va essayer de voir. Et je suis parti au Féliari, c'est ça? Ouais. Alors, je me rebranche sur Starlink. Il y a d'autres personnes. Alors voilà, on commence dans 1 minute, ce qui va être parfait. Hein. Notre deuxième interne. Alors, je mets fin au diaporama. Alors, qui est connecté? On a toujours Bénédicte et y a-t-il d'autres personnes? 2 participants? Non, ben voilà, tu es la seule. J'ai eu une quinzaine de mails quand même de participation. Probablement qu'ils vont se connecter au fur et à mesure, ou peut-être arriver et partir. Bon. Moi, ce que je vais faire, du coup, je fais les cours. Normalement, c'est enregistré. Mais du coup, je présente ceux qui vont présenter vous rapidement en 10 secondes, peut-être. Moi, c'est Thibaut Manifestier, je suis interne dans le service de médecine du sport. Je suis interne en médecine générale et là, je suis en 8e semestre en interchu. Parfait, merci beaucoup. Et moi, c'est Ophélie Bello-Jafté, pareil, je suis interne dans le service de médecine du sport. J'ai terminé mon internat de MedG ici à La Réunion et là, je commence la médecine du sport. Parfait, Lionel. Ça se fait, non? Ah, pardon. Donc, du coup, non, mais tu me. Ouais. Voilà, moi je suis Lionel Donné, je suis cadre kiné au CHU Sud et je fais aussi l'activité clinique dans les bilans et suivi PRP en médecine du sport et quelques actes de rééducation pour certains patients et patientes. Et le vendredi, je prends en charge les douleurs complexes articulaires au centre antidouleur à Saint-Louis. Et moi, Bruno Lanchon, du coup, je suis médecin rééducateur, médecin du sport, responsable de l'équipe de médecine du sport et de la FST de médecine du sport aussi, de la Réunion d'ailleurs. Voilà. Et... Okay. Bénédicte Casalonga, médecin de MPR, responsable du service de MPR adulte à Saint-Louis. Parfait, merci beaucoup. Du coup, alors, comme on filme l'écran du bas, je branche tout de suite le PowerPoint. Vous allez me perdre de vue. Voilà. Donc, je m'étais donné une petite demi-heure pour parler des protocoles de remise en charge. Alors déjà, pourquoi est-ce que je fais ces réunions très rapidement? C'était parce que j'étais motivé par plusieurs choses. Le fait qu'on me demande depuis de nombreuses années d'intervenir et j'ai une petite demande d'enseignement, je dois faire la capacité de médecine du sport, etc. Il y a beaucoup de kinés, de médecins éducateurs, de médecins du sport qui me demandent de les former et j'ai toujours du mal. J'ai la venue actuelle de 2 internes avant qu'on n'en avait qu'un. Et du coup, c'est une des motivations. Notre équipe dans l'UF s'agrandit puisqu'en fait, Lionel Bonnet commence à s'investir de plus en plus. Thomas Foxchong est là également. On a une infirmière à temps plein. Voilà. Et les sujets aussi. Alors, du coup, l'idée, c'était de donner des cours aux internes pour que ils deviennent autonomes dans les consultations, plutôt des internes, des vieux internes, comme on dit. Le premier sujet, les protocoles de remise en charge. Pourquoi? Parce que ça marche, parce que c'est le principal traitement, parce que ça coûte rien, et parce que je passe mes journées en consultation et c'est jamais fait. Et même quand les gens croient que c'est fait, c'est mal fait. Et du coup, ça suscite de l'émotion et du coup de la motivation à faire ce type de cours pour éclaircir les choses. Du coup, j'ai potassé le sujet depuis longtemps, mais j'ai bien potassé depuis quelques mois pour confirmer ce que je passe mon temps un peu à dire en consultation. Le message très rapide, c'est quand on a une tendinopathie corporéale chronique, les protocoles de remise en charge sont l'essentiel du traitement, l'efficacité éprouvée. Principalement, c'est le travail excentrique qui a le rôle principal et il faut le faire tous les jours en augmentant les charges pendant plusieurs semaines. Et c'est quasiment jamais fait.
Soit c'est pas fait, on fait autre chose, soit on n'augmente pas les charges de manière si minime que ça ne sert pas à grand chose, soit c'est pas fait de manière régulière, parce que pour les membres inférieurs, clairement, vous allez voir qu'il faut le faire tous les jours, soit c'est arrêté rapidement au bout de 2-3 semaines, et du coup il n'y a pas d'adaptation tendineuse. Enfin voilà ce qu'on observe relativement quotidiennement, et tout ça, bien sûr, du coup, c'est on fait des choses qui sont inutiles. Or, je répète, c'est un des principaux traitements. Voilà ce qui m'a motivé. Donc, il y a quelques diapos pour éclaircir les choses. Voilà. Donc, on est dans le cadre des tendinopathies, plutôt des tendinopathies chroniques, bien sûr. Alors, moi, bien sûr, je suis médecin éducateur, médecin du sport. J'ai des délais de Ah, pardon, quelqu'un a essayé de parler? Oui. Oui, je n'ai pas de partage d'écran, désolé. Je vois pas le diaporama. Du PowerPoint? Je vois que vous. En effet. Alors, du coup, pour le moment, et c'est une très bonne chose, je n'ai pas commencé le diaporama, il n'y avait que la toute première diapo qui n'est pas du tout indispensable. Et du coup, il faut juste que je clique sur Starlink, que je cherche sur mon bureau. Voilà, là, hop. Normalement, alors, il faut peut-être que je clique, pardon, alors, réunion vidéo, parfait. Alors, normalement, on est là. Partager, parfait. Normalement, je double-clique et est-ce que tu as le PowerPoint? Parfait. Donc, pour le moment, je parlais, mais il n'y avait que cette diapo, la toute première. Je n'ai pas commencé le diapo. Voilà, je fais le protocole de remise en charge. Et du coup, je suis dans le cadre, c'est ça, de tendinopathie. Moi, je vois des tendinopathies quand même chroniques parce que j'ai des délais de consultation qui sont assez importants et que la plupart des médecins habituels, ils gèrent les tendinopathies aiguës et je vois des patients avec des tendinopathies plutôt chroniques. Et j'ai tendance à parler dans ce cadre-là et c'est vrai que le discours peut être remis en question sur des choses extrêmement aiguës qui peuvent durer quelques jours. Donc, on est bien dans le cadre des tendinopathies chroniques. Probablement aussi que ma patientèle, dans 80% des cas, est sportive. Et du coup, j'ai tendance à ne pas parler des autres tendinopathies. Voilà. Du coup, là, on est dans le cadre des tendinopathies chroniques, plutôt chez le sportif ou le travailleur de force. Alors, je lance le diaporama. J'essaie de passer la diapo suivante. Tu peux cliquer en bas, ici. Là, sur le bandeau orange. Alors, attends, Pour le passer en plein écran. Hop. En bas à droite. Ah, oui. En bas à droite. Là, ouais, dans les onglets, là, normalement, tu l'as à gauche. Voilà, là. Normalement, tu peux le passer en plein écran. Vas-y. C'est qu'il doit déjà être ouvert. Voilà, il est déjà ouvert. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on parle de protocole de remise en charge, c'est comment varie le tendon à la charge et qu'est-ce qu'une tendinopathie. Puisqu'en gros, une tendinopathie, il y a des facteurs de risque, intrinsèques et extrinsèques, on a tendance à dire, mais principalement, le principal facteur de risque, c'est une surcharge tendineuse. Ce qui se passe quand on met des charges sur un tendon, il y a une adaptation qui se fait dans l'ordre, vous voyez sur le schéma en haut à gauche, de 2 ou 3 jours. C'est-à-dire que le tendon est toujours un équilibre entre le catabolisme et l'anabolisme. Et quand il y a une sursollicitation tendineuse, il y a une sollicitation anabolique, une sollicitation catabolique, et puis en 2 jours à peu près, il y a un nouvel équilibre qui se fait. On voit par exemple sur un tendon que, en effet, certains mouvements peuvent solliciter plus un tendon que l'autre. Par exemple, l'exemple typique, c'est le tendon d'Achille en bas à droite. Quand on marche, il est un peu sollicité.
quand on se met sur la pointe des pieds un peu plus, on court un peu plus, si on saute encore plus, et voilà. Alors, on va voir ce qu'est la. Ah oui, et du coup, en bas à gauche, on peut voir aussi que. J'ai même la souris. L'isométrique sollicite un peu moins que. Allez, on va dire le concentrique qui sollicite moins que l'excentrique. Et après, la pliométrie, du coup, c'est un pré-étirement puis une contraction qui est rentable ou intéressant au niveau de la performance ou de la restitution de gain d'énergie. C'est ce qui sollicite le plus. Alors, on va parler de mécanotransduction. C'est peut-être un terme dont vous avez déjà entendu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est les charges mécaniques sur un tendon sont retranscrites en modification tissulaire. Du coup, vous allez voir en fait de manière schématique ce qui se passe quand un tendon ressent de la charge. Et vous allez comprendre qu'en fait, une charge mécanique aboutit du coup à une synthèse ou une modification tendineuse. Donc, c'est de l'ordre de la physiologie et pas de la pathologie ou de la physiopathologie. Donc, on voit un tendon, en gros, avec. Alors, en gros, un tendon, donc il y a une organisation fibrillaire du tendon. Et je crois que 70% c'est de la matrice extracellulaire avec du collagène et de l'eau, et 30% ce sont des cellules. Donc on voit le tendon, on grossit, avec en jaune les fibres de collagène et au milieu une cellule. Quand il y a une charge mécanique, du coup la cellule ressent la charge mécanique. Ce qui se passe, donc on voit l'organisation fibrillaire en haut à gauche, et il y a une communication intercellulaire par la gap junction qui sont, j'ai ma souris, voilà là, en haut à gauche, et les cellules communiquent entre elles avec, on voit par exemple l'inositol triphosphate, bref, et du calcium. Et du coup, à travers. Voilà. Du coup, la cellule envoie des messagers et du coup communique avec les autres cellules du tendon. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une contrainte mécanique? Donc, on zoome au niveau d'une cellule. Donc, on voit ici la matrice extracellulaire avec le collagène et à l'intérieur le noyau de la cellule. Quand on a une contrainte mécanique, on a des protéines de membrane qui sont des intégrines, ça va nous rappeler nos études de médecine ou nos études de santé. Et on a deux moyens de communication avec le noyau qui sont un moyen mécanique et un moyen biochimique. À partir de ça, le noyau va ressentir le mouvement et du coup, il y aura une transcription de gènes avec un ARN qui va être retranscrit en protéines et qui va être à l'origine de synthèse de collagène. Du coup, on a bien un mouvement qui induit une synthèse de collagène. Bon, là, ça peut sembler un schéma relativement complexe, mais si on peut faire tous les noms de chacune des molécules, ça peut devenir assez simple. Ici, en vert, on a le muscle, à gauche, on a la matrice extracellulaire au milieu et la cellule du tendon à droite. En fait, du coup, la matrice extracellulaire ressent un stress mécanique. Quand il y a un stress mécanique, il y a deux choses. Du coup, des molécules type TGF-bêta qui se mettent sur un récepteur avec pareil une signalisation qui part au niveau du noyau de la cellule et également d'autres types de contacts mécaniques avec au niveau de la cellule du coup des
activation de gènes qui aboutissent sur la synthèse protéique de matrices extracellulaires. De la même manière, le stress mécanique va donner une information par des filaments lactiques au muscle qui, lui, également, va aboutir à la synthèse de collagène. Du coup, le mouvement induit une synthèse de tendons. La mécanotransduction, c'est ça. Je vais me permettre de m'approcher parce que j'ai du mal à voir le schéma. Parfait. Et alors, d'où vient du coup le stress mécanique d'un tendon? Principalement, vous voyez, du sport, mais également de la vie quotidienne, etc. Encore une fois, on peut grader les contraintes mécaniques en fonction du sport ou du geste. J'ai emprunté à la clinique du cours le schéma en bas à gauche, qui est un relativement bon schéma, qui nous explique qu'il y a une zone dite de repos. Quand on est en dessous d'un stress minimum pour créer des adaptations, il n'y a pas d'adaptation tendineuse. À un moment, quand on va dépasser, par exemple, ici, le stress adaptatif, du coup, on aura une augmentation de la solidité tendineuse. Et il y aura une capacité maximale d'absorption, et quand elle est dépassée, ça va être à l'origine d'une tendinopathie. Et du coup, en fait, un tendon normal peut recevoir des charges, il s'adapte et il se renforce. Donc ça, on est dans le cadre physiologique. Pour donner un simple exemple, au microscope, chez un coureur qui court que 20 km à pied, on voit déjà des adaptations. Cette étude a été faite d'ailleurs, je me souviens très bien, pour signaler qu'une prise d'anti-inflammatoire empêche totalement l'adaptation tendineuse, même après 20 km de course. Et du coup, quand on commence à avoir des charges excessives, alors une charge excessive, ça va dépendre bien sûr du stress mécanique, mais ça va dépendre de facteurs intrinsèques à la personne, qui peuvent être par exemple l'âge, le tabac, qui sont les principaux facteurs individuels. On va aboutir sur une tendinopathie dégénérative. Et si les charges deviennent appropriées, on va dire, on revient à un tendon normal. Donc il y a bien tout un continuum. Et du coup, s'intéresser au stress mécanique dans une tendinopathie, c'est le principal moyen de thérapeutique, la principale modalité de guérison. C'est vraiment le principal facteur à prendre. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le cadre d'une tendinopathie, du coup, d'une mauvaise adaptation? Donc là, on a le fascicule tendineux, l'endotendon avec les vaisseaux. Quand il y a une rupture tendineuse, micro-rupture, par des cellules, c'est biochimique, il y a une signalisation aux vaisseaux, aux cellules sanguines, donc les macrophages, les neutrophiles, les monocytes qui vont se transformer en macrophages, qui vont induire du coup une destruction. Ensuite, les précurseurs des ténocytes vont se transformer en ténocytes, ils vont refabriquer des cellules de collagène, et ça va aboutir soit sur un nouveau tendon, soit avec une cicatrice avec du collagène. Alors, le tendon est composé à 80% de collagène de type 1 et 5% de collagène de type 3, avec du collagène relativement altéré, plus ou moins une cicatrice ou plus ou moins des calcifications. Et du coup, un tendon normal est composé, on voit très bien du coup de fascicules de fibrilles, de microfibrilles de collagène, avec une organisation fasciculaire, des ténocytes, des vaisseaux sanguins, des fils nerveux. Quand il y a une mauvaise cicatrisation chronique, du coup, on va avoir une augmentation de la néovascularisation, on va avoir une néoinnervation,
On va avoir des fibroblastes, pardon, des ténocytes qui vont être différents avec un volume un peu diminué, qui vont être plus longs et qui vont produire un peu plus de collagène de type 3. Du coup, une tendinopathie, c'est un état tendineux voilà, on va dire dégénératif qui peut réévoluer vers un tendon normal. Du coup, pour traiter une tendinopathie, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas donner de charge néfaste au tendon qui dégénérerait en tendinopathie et remettre des charges, on va dire, bénéfiques pour aboutir à un tendon le plus simple possible. Et du coup, renforcer le tendon pour que, on a tendance à dire, le tendon soit plus solide que l'activité physico-sportive engendrant des contraintes sur le tendon. Il y avait pas mal de connaissances depuis plusieurs dizaines d'années en fait sur le travail excentrique et les principales charges ressenties par le tendon, pour faire simple, sont ressenties lors d'un travail excentrique. Suite à ça, je crois que c'était en 1976, Stanish a sorti un premier protocole de remise en charge en mettant des footballeurs avec un protocole de travail excentrique où ils faisaient un travail excentrique sur le tendon. Alors, le protocole, il est relativement connu. Il est là. En fait, il fait tous les jours pendant 6 semaines, 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Il fait 3 fois 10 répétitions. Si ça fait pas mal, on augmente la vitesse. Si ça fait pas mal, on augmente encore la vitesse. Et si ça fait pas mal, on augmente la charge. Il s'étire au début et à la fin et il classe. Il a vu que ça marchait, tant et si bien qu'Alfredson, je crois en 82, a sorti son protocole où il a dit du coup, moi, ce que je vais faire 3 fois 15, genou fléchi et genou tendu sur le triceps sural, en augmentant progressivement les charges, et je vais le faire 2 fois par jour. On a, depuis de nombreuses années, fait un peu les deux en trouvant que c'était efficace et sans jamais avoir vraiment comparé les choses. Jusqu'en 2013, où ils ont fait une première étude comparative entre le protocole de Stanish et le protocole d'Alfredson. Alors, on nous signale qu'il va falloir libérer la salle dans 50 minutes, ce qu'on fera. Et du coup, en 2013, ils ont pris des patients sportifs, adultes, des tendinopathies d'Achille corporeales qui évoluaient depuis 3 mois, donc tendinopathie chronique. Ils évitaient ce qui faisait mal et ils ont comparé un groupe Stanish, un groupe Alfredson. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. Le score VISA, c'est le score fonctionnel des tendinopathies d'Achille. Grosso modo, c'est sur 100. 100, ça veut dire que tout va très bien, on peut tout faire. Grosso modo, 80%, on ne peut pas trop faire de sport. 60%, on commence à être limité dans l'activité de la vie quotidienne. Et là, même moins de 40%, c'est relativement. On est très handicapé dans la vie quotidienne et professionnelle. Donc, vous voyez qu'au début, il partait avec un score VISA à 38, donc vraiment handicapé dans la vie quotidienne. Au bout de 3 mois, on a un score VISA à 63 pour le protocole de Stanish et 76 pour le protocole d'Alfredson. Donc, on passe à quelqu'un, on va dire, qui boite quotidiennement en ayant extrêmement mal, à quelqu'un qui peut faire des petits footings au bout de 3 mois. Alors, quand les gens me demandent, au fait, sur les tendinopathies d'Achille, j'arrive pas, il n'y a rien qui marche, etc., on a quand même quelque chose où on passe de la boiterie au footing en 3 mois et qui marche. Sous réserve, comme je vous dis, de le faire parce que c'est jamais bien fait. Et si on le fait, du coup, comme Stanish, tous les jours, pendant 6 semaines et 3 fois par semaine, pendant 6 semaines, on se retrouve avec quelqu'un qui ne peut pas faire de footing. Avec Alfredson, oui, il peut faire de footing. Du coup, ça marche très bien. Il faut le faire tous les jours.
et il faut augmenter les charges. Donc vraiment, je le dis et je le répète, et je fais que pour ça, pour dire que ça marche, pour répéter que ça marche, on pourra faire toutes les études. Mais voilà, ouais. Après, on va pouvoir rentrer dans les détails. Le problème, c'est que des fois, à accumuler les détails, on ne se base plus sur l'essentiel, qui est de le faire, tout simplement. De le faire, de le faire. Je le dis et je le répète. Sincèrement, est-ce que depuis 10 ans que je suis à La Réunion, j'ai vu un protocole bien fait? Aujourd'hui, j'ai encore des doutes qui a été fait. Voilà. Il faut le faire. Du coup, des réflexions suite à cette étude. Bon, pour l'étendiopathie corporelle, on le fait avec l'amplitude maximale. On verra ce qu'on fera pour les anthésopathies en flexion dorsale maximale. Les auteurs pensent qu'avec des étirements, ça aurait pu être encore plus bénéfique. Je n'en suis pas sûr. Et on voit que les exercices, quand c'est supervisé par un kinésithérapeute, ça aurait peut-être montré une amélioration plus grande. C'est vrai que sur les études, quand c'est supervisé, en général, l'amélioration est plus grande. Là, ça a été fait en auto-exercice à la maison. Et qu'est-ce qui se passe 5 ans plus tard? Donc là, la seule étude, enfin, une des principales études avec un suivi à 5 ans, on voit que le score PISA s'améliore et de toute façon s'améliorera à 5 ans, ce qui est gagné est gagné. On verra pour l'échographie, mais en gros, les rapports entre l'échographie et le bénéfice clinique est très très discutable selon les études. Alors, donc, si vous voulez, on a la solution, on est content, on a un des principaux traitements. Il y a un problème. Le problème, c'est les anthésopathies. On peut les démembrer avec de l'échographie, une IRM, on peut faire des tableaux, on peut en parler pendant des heures. On peut faire des choses de manière simple, de manière très clinique, avec on a mal à l'anthèse, c'est une anthésopathie, on a mal au niveau du corps, c'est une tendinopathie corporeale. C'est probablement d'ailleurs ce qu'ils faisaient, j'allais dire à l'époque, parce que c'est vrai que la médecine de rééducation, s'est beaucoup développée ces 10 dernières années. Donc j'ai tendance à les démembrer, à regarder, même des fois à lancer des IRM, à regarder s'il y a des conflits ostéotendineux. Mais bon, quand on a une anthésopathie, qu'on fait un protocole d'Alfredson, on a à peu près ce type de résultat. En gros, on va faire simple. Des bons résultats sur 100 personnes, vous en avez 90%, enfin 90 et 11 mauvais résultats. Quand on a une anthésopathie, sur cette étude, il y avait 30 patients, mais les 2 tiers ne répondent pas bien au traitement. Avec des douleurs, vous voyez par exemple le VA pendant l'activité qui passe de 8 à 7,5, donc ce n'est pas des bons résultats. Il y a des auteurs qui se sont dit que pour les anthésopathies, il y avait un conflit ostéotendineux qui était provoqué par l'hyperflexion dorsale entre le calcanéum, bien sûr, et le tendon d'Achille. Ils ont mis en place un protocole de remise en charge, type Alfredson, mais sur le sol. Du coup, on se met sur la pointe des pieds et du coup, on ralentit la descente pour être sur le sol. Et si on a mal en bilatéral, on cède d'un petit flot pour pouvoir remonter sur la pointe des pieds. Il ne faut pas du tout concentrer. Et là, on se retrouve avec franchement plus de 2 tiers de personnes qui ont des bons résultats. Du coup, pour les anthésopathies, on fait un protocole de remise en charge, mais on évite l'hyperflexion dorsale. Donc l'excentrique, ça marche. Ça, c'est une méta-analyse sur toutes les études excentriques qui ont été faites depuis, on va dire 40 ans. Et pour les tendinopathies patellaires, donc on peut tout discuter si ça nous amuse, mais globalement, ça marche et ça marche bien. Et c'est prouvé. Et il y a des études moléculaires, tissulaires qui nous montrent qu'il y a une adaptation, et surtout clinique et fonctionnelle,
qui montrent que quand c'est fait, ça marche. Et actuellement, on a quand même pas mal d'études qui montrent que c'est très, très, très rarement fait en pratique et rarement bien fait. Je crois qu'il y a encore une thèse d'un thésard à Limoges qui montrait que il y avait moins de 15% des tendinopathies qui avaient un protocole de travail excentrique qui est réalisé dans le cadre d'une tendinopathie chronique. Donc voilà ce qu'il en est. Et c'était vraiment le message essentiel. Après, on peut modérer les choses. Qu'est-ce qu'il en est du tendon des épicondylés latéraux? Alors, du coup, les épicondylés latéraux, bien sûr, en concentrique, ils sont extenseurs de poignet et supinateurs. Et du coup, pour faire un travail excentrique de la même manière, ben, du coup, on va ralentir la pronation et la flexion palmaire. Donc, il y a un auteur qui a mis en place ce type de protocole avec quelque chose qui s'appelle une flex bar. Ils font 3 fois 15, donc 4 secondes pour faire hop, comme ça, et ensuite pour ralentir la flexion palmaire. Ils font, quand ça fait plus mal, on augmente l'intensité avec une autre flex bar. Et du coup, on voit que par rapport à un groupe contrôle, par exemple, l'amélioration des douleurs, c'est 80% versus 22%. L'amélioration de la force, bien sûr, on l'a, et l'amélioration du dash, c'est pareil, c'est 75,13%. Donc, quoi qu'on fasse, en gros, c'est en myopathie, on sait tous que ça se chronicise. Si on fait le protocole et qu'on le fait bien, encore une fois, ça marche. Alors, Croisier a fait une même étude, en fait, sur l'isocinétisme, qui est un médecin rééducateur bien connu dans l'appareil locomoteur et chez le sportif en Belgique. Il a fait ce protocole. Du coup, il faisait 3 fois par semaine. Et alors, autant je disais que dans les membres inférieurs, sur la tendinopathie achillo-rotilienne, on pouvait faire tous les jours, autant pour les tendinopathies, les épicondylés latéraux, ce protocole 3 fois par semaine marche. Du coup, on peut faire 3 fois par semaine. Bon, là, ce qu'il a fait sur l'isocinétisme. Vous voyez qu'on peut le faire clinique sur les flux d'avant. Et du coup, au début, les sessions 1 à 5, il faisait des vitesses lentes avec faible intensité. Et il progresse pour arriver à des vitesses plus rapides et une augmentation de l'intensité. Et on voit que par rapport à un groupe contrôle, le groupe excentrique améliore très franchement le VA. Ils partent à peu près à 6,5 et ils arrivent à 1,5 pour le groupe travail excentrique contre plus de 4 pour le groupe contrôle. Alors ça, c'était les protocoles de travail excentrique. Récemment, et d'ailleurs, on entend toujours dire « Ah oui, il paraît que l'isométrique, ça marche, il paraît que le concentrique, ça marche, il paraît que blablabla, ça marche mieux. » Globalement, on a compris qu'il fallait faire pour les membres inférieurs un travail excentrique qui donne une vraie adaptation tendineuse. Franchement, le concentrique et l'isométrique donnent des adaptations tendineuses bien moins, bien différentes. Et c'est bien la composante excentrique qui donne les adaptations, qui donne les contraintes mécaniques. Donc, c'est vraiment sur la contrainte excentrique qu'il faut attacher son attention. Dans le geste sportif, c'est pareil. Des fois, on ne peut pas isoler en pliométrie. Il y a d'excentrique, plus du concentrique, avec des phénomènes nerveux, des phénomènes élastiques. C'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment l'excentrique qui, je répète, donne les principales contraintes mécaniques sur le temps. Une fois qu'on a compris ça, on peut se demander s'il faut rajouter de l'isométrique et du concentrique. Mais clairement, dire il paraît que le concentrique ça marche, c'est que je pense qu'on n'a pas bien cerné les choses, ce n'est pas la bonne manière de formuler. Il n'empêche qu'il y a des protocoles qui ont été mis en charge, parce que ce qui se discute toujours, c'est l'augmentation des charges, quelle vitesse. Les étirements, c'est encore discutable. Mais clairement, un protocole d'étirement, il y a très très peu d'efficacité. Donc, rajouter des étirements, on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, les étirements, on pourrait ne pas en parler. On voit clairement que à la fin, alors, les protocoles en augmentation des charges marchent. Sans augmentation des charges, ça ne marche pas, ça marche peut-être moins bien. Les vitesses sont discutées. Mais suite au constat que les fortes charges marchent
Mais bon, des fortes charges avec de nombreuses répétitions et des fortes vitesses, ça va donner de fortes contraintes au tendon. Le protocole HSR, donc Heavy Slow Resistance, donc charge, faible vitesse, a été étudié depuis quelques années. Comment ça se passe? Comme ça. Par exemple, une des premières études en 2015, récente, ça dure 6 secondes. On fait 3 secondes en excentrique, 3 secondes en concentrique. En gros, on fait 12 semaines aussi. Et au début, on fait 15 répétitions avec la charge max. Du coup, on doit être à. Alors là, 1 RM, c'est la charge maximale qu'on peut faire sur une répétition. Du coup, la charge maximale qu'on peut faire sur 15 répétitions, je n'ai pas le tableau en tête, mais ça doit être à peu près 70% du max ou 60-70%. Après, du coup, on fait 12 répétitions, puis 10, et on augmente à chaque fois la charge, on augmente, jusqu'à arriver à 80-90% de sa charge maximale sur 6 répétitions. On se repose de 3 minutes entre les séries, parce que c'est des séries de 3 et 4 séries. On voit qu'il y a des adaptations tendineuses, bien sûr, parce que j'allais dire, il y a des excentriques. Le excentrique aussi donne quelques adaptations tendineuses. Mais du coup, ça a été vu, ça a été prouvé. Réduction de l'épaisseur du tendon de la vascularisation, augmentation de production de collagène. Et quand on a comparé les deux, on a vu que la satisfaction était supérieure dans le groupe Slow Resistance, supérieure au protocole de travail excentrique. Bon, on reste avec 58 sujets, hein. Mais globalement, on se dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Et après, il y a autre chose, c'est que le temps de mise en charge sur le protocole de travail excentrique classique, c'est plus d'1 heure, et c'est 40 minutes contre le protocole HSR. Et quand on était en train de dire que la confiance était extrêmement mauvaise, d'ailleurs, on va dire pas terrible, voilà, j'emploie les termes adéquats, ça peut être intéressant. Les temps de séance par semaine, vous voyez que c'est diminué par 3 dans le protocole HSR. Avec un résultat, dire supérieur, non, puisque ça reste une petite étude et je ne suis même pas sûr que ce soit statistiquement significatif. En tout cas, au moins aussi bon. Mais pourquoi je suis prudent d'utiliser ça? Parce que quand on n'a pas compris les choses et qu'on me dit que le concentrique, ça marche aussi bien, eh ben, c'est qu'il faut revenir d'abord aux bases, qui est le travail excentrique. Il y a des études du coup qui ont été faites après un protocole HSR et du coup on voit bien des adaptations aussi du tendon avec production de nouvelles fibrines et puis une évolution des caractères de tendinopathie vers des caractères de tendon normaux. Alors là, il y a une étude qui permet d'évoquer les corticoïdes. Les corticoïdes qui altèrent franchement la toxicité tendineuse, empêchent la cicatrisation. Du coup, quand on compare excentrique versus HSR versus corticoïdes, on aboutit à ça. Donc, les corticoïdes, sans trop de surprise, le score VISA s'améliore puis diminue. Alors, il faut savoir quand même, c'est une contre-indication de la tendinopathie d'Achille. Et là, il fait tendinopathie patellaire. Ouais, alors, il y en a, ils disent en péritendineux. Ça voudrait dire que le corticoïde ne doit pas toucher le tendon. Mais on voit bien globalement que, je donne mon avis sincèrement, la vascularisation péritondineuse intervient énormément. Et du coup, les corticoïdes dire que ça ne touche pas, à mon avis, c'est une aberration. Ça empêche la cicatrisation, ça détériore le tendon. Il n'empêche que ça diminue les douleurs. Ça, c'est bien montré. Du coup, on a une amélioration pour les corticoïdes, puis une diminution après 3 mois, ce qui s'observe dans énormément de pathologies, notamment tendineuses. Et du coup, avec le score, avec le protocole de travail excentrique, ça s'améliore. Et avec le protocole HSR, ça s'améliore peut-être un peu plus, jusqu'au délai d'observation maximale. Donc, le HSR, il peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme protocole? Standish, Alfredson, HSR. Donc, on voit, par exemple, tendinopathie d'Achille, là, on met de la charge, assez rapidement des fortes charges, et puis du coup, des faibles vitesses, concentriques, excentriques. Et le protocole de Cipernagel, j'en ai pas encore parlé, mais c'est le protocole qui était le plus étudié, avec un protocole extrêmement bien écrit,
pendant plus de 3 mois d'ailleurs. Où au début, en fait, on commence en étant assis, on fait concentrique, excentrique, et petit à petit, on augmente les charges. Et là, on voit aussi de l'adaptation tendineuse et des bénéfices cliniques. Comme il est extrêmement bien détaillé et complexe, j'ai tendance à le proposer aux patients qui sont prêts à très bien respecter les choses, mais qui d'eux-mêmes ne comprendraient pas bien comment augmenter les charges par eux-mêmes. Du coup, on va comparer ces protocoles. Du coup, il y a beaucoup d'études. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir les revues systématiques. Tu conclus à peu près à ça. Moi, qui ai lu quand même pas mal d'études et je suis à peu près d'accord. Les protocoles HSR a des preuves au moins équivalentes à l'excentrique sur le bénéfice clinique. Vous avez dit qu'il y a énormément d'études qui montrent qu'il y a un bénéfice clinique, fonctionnel et sur les adaptations tendineuses de l'excentrique. Et le protocole Eviso Resistance montre aussi des adaptations tendineuses et cliniques et fonctionnelles. Sur les images échographiques, c'est toujours discutable. Là, par exemple, ils disent qu'il n'y a pas d'association entre les images écho et l'évolution clinique. Ici, dans l'autre revue de la littérature en 2020, ils disent qu'il y a peut-être une association entre les images et la clinique. Mais d'un commun accord, on ne fait pas grand-chose. L'échographie n'est pas indispensable. Toutes les études, d'ailleurs, le facteur principal d'évaluation, c'est le score fonctionnel. Voilà. Du coup, globalement, on en est là. Le protocole HSR montre des preuves au moins aussi importantes que l'excentrique. Alors, l'isométrique, quand on traîne dans les réunions et qu'on fait de médecine du sport, c'est super à la mode. On n'arrête pas de nous dire ah là là, et l'isométrique, il paraît que ça marche, on avait oublié l'isométrique, c'est génial, il paraît que ça améliore la douleur, etc. Alors, très sincèrement, l'isométrique permet une antalgie à court terme, sollicite moins le tendon, moins l'adaptation tendineuse, et du coup, on n'est pas sur quelque chose, comme je vous dis, avec une augmentation, diminution des charges, puisque les charges sur le tendon sont bien moins importantes que l'excentrique. On est sur quelque chose d'intéressant, de récent, et du coup qui est à la mode. Alors, on va voir que ça diminue les douleurs. Donc, une des premières études, par exemple, qui montre l'ensemble du message, ils ont pris des volleyeurs. Alors là, il n'y en a que 6, mais bon, c'est juste pour comprendre. Ils ont fait un protocole isométrique, donc une contraction isométrique avec un squat monopodal, une contraction isométrique maximale, versus de l'isotonique, donc c'est du dynamique. Et du coup, on voit que la douleur qui était pour les tendinopathies d'Achille à 6,5 jusqu'à, alors la première évaluation c'est quelques minutes après, et après 45 minutes après, diminue le VA à moins de 1, moins de 0,5. Inversement, quand on fait du dynamique, bon, en général, le mouvement peut provoquer une certaine antalgie, mais c'est vraiment, vraiment moins important. Et du coup, de manière parallèle, la cause et l'effet peuvent se discuter, on a une augmentation de la contraction maximale volontaire isométrique qui est maintenue 45 minutes. Avec une réduction de l'inhibition corticale, on peut se douter que si on a moins mal, et du coup, on va plus pouvoir vouloir, si c'est cortical, contracter le quadriceps. Du coup, l'isométrique, je vous le rappelle, c'est pas ah ouais, ça. On fait une contraction isométrique maximale et on a une antalgie 45 minutes. On est là-dessus. Alors, d'autres études ont été faites. Une étude, par exemple, avec 20 sportifs, des volleyeurs, et ils ont évalué un peu à plus long terme en faisant un protocole de contraction isométrique régulièrement durant la poursuite des compétitions parce que
Les sportifs, bien sûr, essaient de continuer toujours les compétitions, même si on a dit qu'un volleyeur qui joue en compétition ou un basketteur, comme en NBA, on ne va pas pouvoir diminuer les sursollicitations. Et c'est pas bon pour le tendon, on est d'accord. Mais vu les contraintes, allez, on va dire économiques, professionnelles, médiatiques, etc., ils continuent à jouer. Mais c'est pas bon pour le tendon, on est d'accord. Moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas faire des choses qui augmentent les douleurs à plus de 3 sur une échelle de 0 à 10 ou provoquent des douleurs qui s'aggravent au fil des jours. Mais du coup, quand chez des sportifs qui continuent à jouer, on fait des contractions isotoniques, on aboutit sur une réduction des douleurs la première semaine, évaluée même en dehors, pas nécessairement juste après la contraction isométrique. Bon, alors là, il y a marqué la réponse analgésique AS1 est corrélée au score VISA A à 1 mois, mais à 1 mois, il n'y avait pas vraiment de meilleure fonction, quelle que soit la pour finir sur les compétitions, les protocoles de travail excentrique marchent sous réserve de ne pas se solliciter. C'est-à-dire que quand on fait un protocole de travail excentrique, par exemple, tel que je l'ai dit avant, à des joueurs qui jouent en compétition en NBA, on a peu d'intérêt en fait, parce qu'ils sont déjà trop sollicités. Et là, alors c'est sur les modalités isométriques, s'il y en a que ça intéresse, on fait combien de temps et combien de force. Là, par exemple, on va 4 séries de 10 secondes ou 6 séries de 40 secondes, ben, ça revient au même. Du coup, les patients qui ne tolèrent pas des longues contractions, on peut faire 4 séries de 10 secondes. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Il y a 3 ans, c'est encore relativement récent. L'isométrique, l'excentrique ou le HSR. Alors, le HSR doivent être proposés avec prudence en l'adoption aux conditions cliniques individuelles. Les boules dit que ça marchait au moins aussi bien, ça c'est clair. Après, pourquoi ils disent ça? Parce que ben, c'est pareil. J'ai toujours du mal, même 10, 15, 20 kilos de charge. Mais quand on est sur un quadriceps chez un sportif, il faut mettre vraiment plusieurs dizaines de kilos. Et des fois, en ayant ce discours, bon, ça marche. Mais en ayant ce discours, on me prend. Il y a des cliniques qui vont le faire, mais bon, la plupart des médecins, des gens, des sportifs, enfin, des gens qui n'ont pas accès à une salle et tout, ils m'expliquent que c'est impossible. Ils n'ont pas de poids de 5 kg, donc ils ne voient pas très bien comment ils peuvent mettre 60 kg. Et après, comme je vous l'ai dit, si on continue à jouer en compétition, ça se discute aussi. Donc, il faut intégrer que c'est efficace. Après, il faut le mettre en place. C'est pour ça qu'ils disent ça. Et du coup, les exercices isométriques semblent être plus efficaces durant la période compétitive pour le soulagement des douleurs. Ok, du coup, c'est antalgique à court terme, à très court terme après la contraction, et relativement à court terme, quelques semaines, quand on continue à solliciter. Mais ça ne donne pas d'adaptation tendineuse et du coup de guérison à moyen et long terme. Inversement, les visco-résistance ou l'excentrique apportent une amélioration des douleurs et une amélioration de la fonction à long terme avec, si vous voulez, un tendon qui passe du stade de tendinopathie à tendon sain. Alors, là-dessus, on peut commencer à complexifier un peu les protocoles de rééducation. Quand on a compris ça, ils ont fait un protocole de travail excentrique classique, de type Alfredson sur le plan incliné pour une tendinopathie Achille à gauche, comparé à un protocole où d'abord ils font de l'isométrique, puis, alors là, il y a du dynamique, il y a du concentrique et de l'excentrique, du coup, il y a de l'excentrique dedans, puis de la pliométrie. Parce qu'à la fin, quand on a une force musculaire, bien sûr, la pliométrie améliore les performances. Tout entraîneur le sait. Par contre, ça peut franchement sursolliciter un tendon. Et du coup, on a des meilleurs résultats quand on fait isométrique, puis protocole de remise en charge avec contrainte excentrique, puis de la pliométrie. Voilà. Le retour au sport était supérieur dans le groupe PTLE. L'adhérence était à peu près aussi basse. Du coup, on pourrait faire ça.
Le problème, c'est quand on explique ça directement, les gens ils disent ouais, il y a tout qui marche, on ne sait pas si c'est l'excentrique, si c'est l'isométrique, si c'est la pliométrie qui marche. Mais clairement, quand quelqu'un prend une tendinopathie et fait de la pliométrie, bah, il n'a pas compris le problème. En fait, il augmente la raideur myotendineuse, il sollicite beaucoup le tendon sans franchement, on va dire, le faire cicatriser. Et enfin, on fait du neuromusculaire. Donc, faire que pas de force, pas de renforcement musculaire, pas de protocole de remise en charge, on n'a pas d'adaptation tendineuse et pas de contrôle moteur, on va dire, mais du coup, ça ne marche pas. Si on fait que du renforcement tendineux, mais pas de contrôle moteur, c'est ça, on dit qu'on ne va pas intégrer les bénéfices structurels dans le geste ou les bénéfices musculaires de l'augmentation de force. Et du coup, la fonction ne va pas être améliorée. Si on ne fait pas de renforcement musculaire, on n'a pas d'adaptation tendineuse, on va garder un tendon toujours douloureux, dégénératif. Et même si on fait du contrôle moteur, eh ben, ça ne va pas bien marcher. Et du coup, il faut faire les deux. Les protocoles de remise en charge de la cicatrisation de tendon et après, du contrôle gestuel. Le truc, c'est que d'expérience, le contrôle gestuel et le contrôle moteur, les entraîneurs ou les bons sportifs, ils savent faire. Mais un protocole de renforcement qui comprend l'excentrique en augmentant les charges, j'ai tendance à considérer que c'est vraiment le rôle du médecin et du kinésithérapeute. En conclusion, on arrive sur la fin du protocole où d'abord, hop, en bas à gauche, si vous voulez, on a les jambes tendineuses. On fait de l'isométrique parce qu'on continue un peu la compète, ça permet de calmer la douleur pendant les séances de rééducation. On renforce. Après, on renforce de manière plus fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des renforcements qui se rapprochent plus du geste sportif. Après, de la vitesse, de la plio. Et après, on retourne, c'est-à-dire d'abord aux entraînements, puis en compétition. Voilà, merci de votre attention. Je n'ai plus que 20 minutes pour parler des PRP. Alors, du coup, y a-t-il des questions dans la salle? Ophélie, est-ce que c'était. Juste à la toute fin, là, tu parlais pas de. Là, dans la dernière diapo, si, en fait, dans les protocoles, alors quand on dit force ou renforcement, c'est le. Alors, ça y est, j'ai perdu le diapo. J'essaie de retourner sur. Je ne sais pas très bien ce qu'on voit. Je retourne sur la dernière diapo. Force, c'est renforcement tendineux. En gros, c'est l'excentrique pour moi. Après, il y a quelques articles qui débattent sur l'intérêt du concentrique. Le concentrique donne quelques adaptations tendineuses. L'isométrique n'a pas été étudié. Pour simplifier, voilà. Alors, il y a deux personnes en ligne. Bonjour, j'espère que vous nous entendez bien. Si je vois Isabelle Pioget et Odile Trois-Gros, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, je ne vous entends pas. J'espère que ce n'est pas une erreur technique. Non, c'est bon, merci. Je n'ai pris seulement en cours, malheureusement, les possibilités. Donc, j'ai entendu que la fin de la visio. Donc, D'accord, pas de problème. Alors, j'essaie de filmer, mais je ne suis pas du tout sûr que ça marche. D'accord. C'est dommage, si ça marcherait, ce serait super. Ouais, merci, c'était un peu un test. L'organisation était un peu trop rapide aussi à mon goût, mais je refais. Oui, en tout cas, c'est très gentil de m'avoir convié et merci. Mais je suis ravi d'avoir autant de réponses d'ailleurs. Merci à vous d'être venus. Ouais, je suis vraiment ravi de vous voir en deux dimensions, ouais, ou au moins de vous entendre. Mais ça n'est qu'une première et je compte bien refaire régulièrement ce type d'intervention. Bon, écoutez, c'est une super idée. Merci beaucoup. Et j'ai pas de questions non plus, c'était très clair, merci. Ah, d'accord. Parfait. On passe alors, du coup, normalement, je devais mettre une demi-heure sur les protocoles de remise en charge et 1 heure sur le PRP. Il ne me reste plus que 20 minutes. Du coup, je vais faire 20 minutes sur les PRP. Ça va être extrêmement rapide, mais du coup, je vais donner les messages clés. Bon, de toute façon, j'en parle beaucoup. Pourquoi?
Alors, ouais, je vous referai des cours. De toute façon, vous voyez, on va sur la pratique. J'ai commencé à faire des PRP, donc ça, je suis médecin éducateur avec un aspect de médecine du sport. Donc en 2010, j'étais un clinique des sports, on commençait à en parler dans les cours. On avait tendance à dire, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas tort, que voilà, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc, on ne sait pas trop si ça marche. Il faut savoir que les PRP, les premières études ont été faites à peu près en 2005. Ils en ont beaucoup fait en médecine du sport sans études scientifiques. Et ça s'est beaucoup développé sans aucune preuve scientifique. Et puis, très franchement, très souvent pour l'argent et pour répondre à la demande des sportifs qui pensaient que ça marche parce qu'il y avait une certaine. En 2012, j'ai commencé en me disant que j'allais travailler au CHU, faire des études et voir ce qui pouvait marcher, ne pas marcher, en étant mais vraiment extrêmement prudent. Et je me suis dit que j'allais peut-être faire des études, publier et puis augmenter un peu le savoir scientifique à mon niveau. Et j'en fais depuis 10 ans et au fil des années, j'étais très prudent et on observe sincèrement une très nette amélioration des patients. Et c'est vraiment ce bénéfice clinique qui, j'allais dire, je suis passé du côté obscur de la force, où en fait, j'aurais plutôt voulu faire des grosses études qui allaient montrer ce qu'elles allaient montrer. Et ben, du coup, maintenant, j'ai plutôt envie de donner mon avis en me disant, et sans vraiment pouvoir le prouver, avec des bonnes études, enfin là, j'ai dirigé une tête, vous allez voir, que ça marche. Et je pense que j'aurais fait quoi que ce soit d'autre, ça n'aurait pas marché et ça marche plutôt. Sous réserve que ce soit bien fait, parce que c'est pareil, on observe, ouais, je ne veux pas être polémique, mais très sincèrement, on observe très souvent un peu du n'importe quoi. Et quand on fait du n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'il en est de spécialités, mais bon, bah, ça ne marche pas, quoi. C'est comme tout médicament et tout protocole ou toute chose. Quand c'est fait n'importe comment, ça ne marche pas, voire ça peut être néfaste. L'un des problèmes des PRP, c'est que on dit ah ouais, les PRP ça marche, et du coup, n'importe qui se dit ah bah ok, du coup, je suis parti, je fais des PRP. Ah ben chez moi, ça ne marchera peut-être pas. Du coup, si on fait tout et n'importe comment, c'est comme je me garde bien de faire d'autres spécialités que la mienne. Et je pense que si vous me donnez des gens qui ont mal au foie, je vais faire n'importe quoi. Du coup, quand on le fait bien, on a maîtrisé les indications, etc. Mon avis personnel est que oui, ça marche. Voilà le principal message. Ça marche dans quoi et où? Du coup, en 10 minutes, je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, je mets le diaporama en bas. Alors, je repartage. Non, c'est partagé. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Non, pas pour l'instant. Alors, je le partage. Je cherche le bouton sur mon. Je cherche le bouton. Je vais en faire un peu. Alors, si je partage là, tac, recherche appel en cours. Pardon. Non, c'est pas ça. Tac, il faut que je le mette en. Ouais, là, moi, je vais là. Là. Ici, Ah là, ça y est, c'est là. Partager. Voilà. Super. Et là, voilà, le diaporama. Bon, alors du coup, sans diapo en 10 minutes. Heureusement que je ne suis pas en train de passer une tête ni quoi que ce soit, sinon on m'aurait envoyé. Alors, les PRP. Alors, il faut savoir, PRP, c'est plasma riche en plaquettes. Ça marche bien avec l'anglais, c'est platelet rich plasma. En pratique, on prend le sang, on le centrifuge, on en extrait les plaquettes qui sont riches en facteurs de croissance et qui ont des protéases et puis d'autres propriétés relativement intéressantes pour le tendon. Du coup, prise de sang, centrifugation. Au-dessus, il y a les plaquettes. Et puis, injection sous échographie pour être là où on veut. On peut faire une simple ou une centrifugation. Il y a des produits liquides, il y a des produits en gel, surtout pour les chirurgiens. Et ce qui est toujours discuté, c'est est-ce qu'on l'active avant?
Quelle est la concentration de plaquettes, la concentration de facteurs de croissance, et est-ce qu'il faut rajouter des globules blancs? Certains disaient oui parce que ça pourrait avoir des propriétés cicatricielles et anti-inflammatoires et antalgiques et anti-infectieuses. On est un peu revenu dessus. Et du coup, quel volume injecté et peut-être, oui, parce que concentration et volume, ça va nous donner en fait le nombre de plaquettes. Et très récemment, on est en train de parler de nombre de cellules. Il y a énormément de PRP différents avec plein de méthodes de centrifugation différentes. D'ailleurs, avant, chacun faisait, si je puis dire, son propre PRP. Maintenant, les multinationales ont sorti des centrifugeuses avec des coûts, des temps de centrifugation, plusieurs modalités techniques très, très différentes. Et du coup, on a différents PRP qui sont exposés là, avec des taux de plaquettes, de leucocytes, et même de globules rouges qui sont tous différents les uns des autres, des volumes, etc. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est que c'est du compatible, c'est un produit autologue. C'est pas très cher quand on compare à la chirurgie, parce que vous allez voir quand on compare à la chirurgie. C'est facile à préparer, c'est pas très invasif. Voilà, comme il y a des facteurs de croissance, on a toujours peur de risque de faire flamber un cancer. Donc, quand il y a un cancer, soit on se renseigne extrêmement bien sur le sujet, parce que quelques cliniciens ont quand même fait des PRP après avoir pris toutes les précautions nécessaires à chaque personne qui a des cancers. Le risque infectieux, comme toute injection ou infiltration, quelques réactions inflammatoires exubérantes ont été rapportées. Les anti-inflammatoires, vous verrez, les anti-inflammatoires, les anesthésiques et corticoïdes inhibent l'action des PRP. Après, les dysfonctions plaquettaires, en fait, on ne sait pas. Est-ce que ça modifie, du coup, ce n'est pas une contre-indication absolue. Mais dès qu'il y a des problèmes hématologiques, bien sûr, il faut se penser sur le sujet. Ce n'est pas du dopage, ça l'était jusqu'en 2011. Il faut savoir que bon, l'Agence mondiale antidopage, comme ça fait facteur de croissance, l'interdisait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sachant que je suis aussi le médecin d'antenne de prévention du dopage, donc théoriquement, toutes questions sur le dopage, vous pouvez me les adresser. Mais je risque de parler beaucoup trop de temps sur ce sujet. Alors, on va faire simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les PRP? Quel PRP on prend? Et bien maintenant, on a déjà, si je puis dire, des recettes que j'approuve. Du coup, on ne sait pas quoi mettre. On est d'accord. Alors, pour l'arthrose, mais globalement, quand on fait des méta-analyses, a priori, une simple centrifugation est préférable. Une concentration de plaquettes moins de 5 fois celle du sang est préférable. Et on préfère aussi pas de leucocytes. C'est encore discuté, mais alors il y a des classifications. Du coup, ça répond à certains types de classifications. Je vais aller rapidement sur les choses. C'est pareil, on a les recettes pour les tendinopathies avec des concentrations qui ne doivent pas dépasser 3 à 4 fois celle du sang. On avait tendance initialement à dire plus il y a de plaquettes, mieux c'est. Mais bien sûr, c'est faux. Et du coup, on sait s'il faut mettre pas de globules blancs. Centrifugation, le PRP, l'anticoagulation, c'est ce qu'il faut préférer. Enfin, globalement, maintenant, on commence à avoir des recettes. Si ça vous intéresse, eh bien, bon, je pourrais vous faire passer le PowerPoint parce que j'ai traduit en français. Mais sinon, retournez voir cette publication et celle-là qui sont relativement intéressantes. Donc, dire on n'en sait rien, c'est faux aussi. On a quand même maintenant une bonne littérature sur savoir ce qu'on met. PRP et ligaments, il n'y a quasiment rien. Quelques petites études sur les entorses de coude, les entorses de genoux, avec des études ouvertes qui vont mieux après. Donc, c'est quand on ne met pas de PRP, ils vont mieux après. Du coup, on n'en déduit pas grand-chose. Sur les ménisques, c'est pareil, ils vont mieux après. Du coup, on n'en déduit pas grand-chose. Il y a quand même beaucoup d'injections qui sont faites avec beaucoup d'expériences personnelles de praticiens qui sélectionnent les cas et après une certaine expérience en fond. On sait que in vitro, c'est globalement bon pour la cicatrisation méniscale et ligamentaire. On a très peu d'études et des cliniciens qui sont expérimentés en fait en fond et ont tendance à penser que ça améliore la cicatrisation. Et très peu d'études. Sur le cartilage. Bon, alors, pour repartir sur la gonarthrose,
on faisait de l'acide hyaluronique qui a des propriétés viscoélastiques. Et globalement, c'est pareil, ça peut encore se discuter. C'est plus remboursé depuis 2017. Mais il y a plein de méta-analyses qui ont été faites. Là, sur les 10 méta-analyses, je crois que 7 sont en faveur de la viscosupplémentation. Du coup, je crois qu'on peut dire que ça marche. Les PRP, c'est intéressant dans le cartilage parce que ça favorise la production de tissus cartilagineux. Et on s'est dit, il y a encore pas très longtemps, chouette, on va faire repousser le cartilage. Et c'est vrai, in vitro, ça peut être un peu vrai sur les études animales, mais on va voir que chez l'homme, c'est pas retrouvé. Il y a pas mal d'études contrôlées qui ont été faites. PRP versus acide hyaluronique. C'est pour ça que je parlais d'acide hyaluronique. Globalement, les résultats sont au moins aussi bons. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Et globalement, quand on regarde les études, on voit que peut-être c'est les sujets jeunes avec des chondropathies débutantes qui sont, là par exemple, c'est le PRP. Et là, sur les chondropathies débutantes, c'est le PRP versus acide hyaluronique. Et PRP marcherait peut-être mieux sur les chondropathies débutantes et les sujets jeunes, mais c'est pareil, c'est pas statistiquement significatif, ça retrouve que sur des petites études. Mais globalement, on a des méta-analyses avec des chondropathies grade 1, 2, 3 et 4, principalement modérées. Et PRP versus acide hyaluronique, PRP marche mieux, 2 injections versus 2 injections, 3 injections versus 3 injections, ça marche mieux. Il y avait des études ouvertes qui vous montrent que globalement, le bénéfice, il se fait 6 mois, 1 an. Ça, c'est une étude où on a essayé de faire augmenter le volume cartilagineux. Ils ont fait 9 injections dans l'année, ils n'augmentent pas le volume cartilagineux. Donc, on ne reconstruit pas le cartilage avec des injections intra-articulaires. Le bénéfice clinique est important. On le verra. Et du coup, sur les modalités d'injection, je passe. Et après, les chirurgiens s'en servent aussi. Alors, moi, je fais un topo sur les injections plutôt intra-articulaires et hors chirurgie. Et je laisserai les chirurgiens parler de leur propre technique opératoire sur lesquelles ils peuvent rajouter des PRP avec des résultats, pareil, discutables. Du coup, que je ne vais pas discuter dans les minutes qui arrivent. Sur les lésions ostéochondrales du dôme astragalien, il y avait une étude 15 versus 15, d'ailleurs, c'est la seule, acide hyaluronique avec un bénéfice qui est maximum à 3 mois et sur le PRP avec un suivi à 6 mois qui a l'air d'être supérieur. Donc, toute petite étude, mais plutôt prometteuse. Sur la hanche, que des études ouvertes où à la fin ils disent que ça va mieux à 6 semaines et 3 mois. Du coup, oui, ça marche. Alors, est-ce qu'il faut. Il y en a qui rajoutent PRP plus acide hyaluronique. Bon, c'est théoriquement bénéfique, mais cliniquement, on ne voit pas de résultats vraiment supérieurs. Et les cellules souches blanches dilateuses sont en cours d'étude. Sur les tendons, je vois qu'il ne me reste que quelques minutes, je vais aller extrêmement vite. Mais j'avais fait un topo sur les tendinopathies de coiffe. Et globalement, sur les tendinopathies fissuraires, douloureuses, il y a quelques études qui montrent que ça a l'air de marcher. C'est au moins aussi efficace là, par exemple, que la rééducation. J'ai dit qu'il ne fallait pas mettre de globules blancs, il ne faut pas mettre de corticoïdes. Ça favorise la cicatrisation. Et on a des résultats relativement satisfaisants avec des méta-analyses, mais du coup sur lesquelles ils mélangent absolument tout. Dans corticoïdes versus PRP, à long terme, les PRP sont supérieurs aux corticoïdes. Ils mélangent tout avec des injections intra-articulaires, sous-acromiales, des diagnostics posés cliniquement, plus ou moins échographiques. Mais globalement, quand on va dans les détails, il peut y avoir un certain intérêt. Et quand on mélange tout, les méta-analyses disent que c'est efficace. Normalement, c'est mélanger tout et n'importe quoi. Donc voilà pour les tendinopathies de coiffe. Pour les tendinopathies, et alors du coup, bien sûr, là je parle que des PRP, mais bien sûr, il faut ajouter tout le reste. Par exemple, on avait parlé des protocoles de remise en charge. Je pense qu'il faut absolument ajouter les ondes de choc pour les tendinopathies et d'Achille.
Pour les tendinopathies de coiffe, la rééducation est essentielle. Et en chirurgie, ils s'en servent aussi avec des méta-analyses qui sont plutôt en faveur des PRP, en disant que c'était efficace. Pour les tendinopathies des épicondyliens, par exemple, ça marche peut-être mieux et plus longtemps que les corticoïdes. Donc ça, c'est à 3 mois, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la douleur. Voilà, on me rappelle que je parle dans 5 minutes. Je parle dans 5 minutes. Ça diminue la douleur. Et les corticoïdes diminuent bien la douleur initialement, mais après, ça remonte. Mais globalement, sur des résultats au long terme, les corticoïdes agissent plus à court terme et les PRP peuvent marcher à plus long terme. Sur les tendinopathies patellaires, on va observer la même chose avec une amélioration fonctionnelle. Sur les tendinopathies calcanéennes également. Sur les lésions musculaires, sur les aponevrosites plantaires, ça marche mieux. Par exemple, un schéma très rapide qui est celui-là. Ça, c'est PRP avec une amélioration. Les corticoïdes, en général, l'amélioration dure moins longtemps. Et sur les lésions musculaires, il y a très peu d'études, mais l'indication est très discutable parce que certaines études montrent une reprise du sport. Ça marche plus. Une reprise du sport un peu plus précoce. Mais c'est une étude sur 2 avec une reprise du sport quelques jours avant. Et du coup, j'en reparlerai parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais est-ce que je peux partager très rapidement? Je suis en train de diriger, je dirige une TED, elle va passer début juillet. On a les résultats de mes injections de PRP qui ont été faites sur cette tendinopathie chronique et des. Alors, normalement, vous avez vu le diapo, c'est normal. Là. Alors, peut-être vous avez le PowerPoint. Mais du coup, je vais conclure par ça. J'ai été impressionné de la très bonne évolution de mes tendinopathies, surtout des aponevrosites plantaires, par exemple. Je vois des aponevrosites qui peuvent durer depuis en moyenne plus d'1 an, qui ont bénéficié de multiples injections, de protocoles d'éradication très bien conduits, avec une EVA qui passe à peu près de 7 à 1,5 en 3 à 6 mois, avec aucune récidive, dans plus de 80% des cas. Pour les tendinopathies, c'est un peu plus long, et ça met 3 à 6 mois avec une EVA diminuée par 2, et des bénéfices qui durent dans le temps. Et mes gonarthroses et mes arthropathies talocrurales ont déjà bénéficié la plupart du temps de viscosupplémentation, évoluent depuis en moyenne à peu près 4 ans. Et quand je fais du PRP, on a une diminution de l'EVA par même 3 ou 4 au bout de 6 mois qui durent dans le temps. Voilà, je vais devoir conclure parce qu'on me pousse de la salle. J'ai 3 minutes. Avez-vous des questions ou des réflexions? Non, pas dans la salle. Et merci à tous d'avoir participé. Merci. C'est vrai que c'était un peu rapide, mais bon, à une prochaine fois, j'espère. Oui, et je me doute, je suis désolé, j'avais que 20 minutes. Je referai, ça pourra être bien sûr l'occasion de refaire le topo en prenant le temps qu'il faut. Parfait. Allez, bonne journée, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Hop. Ah, il faut que je rapproche. Alors.